Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Alors je suis aujourd'hui avec Constantin Papas, comédien qui fait de la série depuis un certain nombre d'années déjà. Monsieur Papas, bonjour. Bonjour. Première question, comment vous êtes rentré dans le milieu du doublage, qui est un milieu qu'on dit assez fermé? Alors à l'époque, moi comme tout comédien, j'ai ma petite formation de comédien, et puis quand je suivais mes cours, j'avais un petit boulot en même temps à côté en tant qu'intérimaire, etc. Donc je voulais passer un peu à la vitesse supérieure, donc on demande à assister, on essaie de taper un peu partout, et le doublage m'intéressait un peu. Et c'est vrai qu'à l'époque, alors ça c'est à peu près avant la grève, en fait, avant la grosse grève de doublage, et là, effectivement, le monde était assez fermé, ils n'étaient pas nombreux, et je dois reconnaître que les accueils étaient plutôt, c'était plutôt glacial, comme accueil. Donc, j'ai un peu mis ça de côté, je suis passé à autre chose, j'ai fait du café-théâtre, j'ai tourné, j'ai aussi bossé de l'autre côté de la caméra en tant qu'assistant réalisateur. Bref, j'ai un peu fait mon chemin. Et puis le hasard a fait, à la sortie d'une pièce de théâtre que j'avais montée avec un copain qui avait également écrit la pièce et qui était comédien dedans, ça a été une expérience un peu fatigante et difficile, et je suis un peu tombé sur les genoux à la suite de la pièce. C'est vrai que ça m'a un peu mis sur le carreau, et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, la grève était déjà passée, les portes s'étaient un peu ouvertes, parce qu'évidemment ça fait toujours des dégâts, et du coup voilà, je me suis retrouvé grâce à une amie à commencer à assister au plateau, et puis j'ai eu la chance d'avoir une femme formidable qui s'appelle Patricia Angot qui m'a donné ma chance, et voilà comment je me suis retrouvé dans le milieu du doublage. C'est tout à fait par hasard, et c'est en même temps suite je dirais pas une demande, parce que le doublage n'avait pas de demande à ce moment-là, mais les portes étaient largement plus ouvertes. Et voilà quoi. Donc voilà comment ça s'est fait. Le monde du doublage a accueilli plus de personnes. Il y a eu un appel d'air, incroyable, parce que c'est tout à fait normal, c'est un endroit, ils n'étaient pas nombreux au départ, il y avait énormément de travail, ça crée toujours, une atmosphère un peu égoïste, quoi. On n'a pas envie de partager, et puis la grève a fait des dégâts considérables. Alors évidemment, ça a créé des brèches, pas dans le mauvais sens du terme, je veux dire, mais ça a décontracté un petit peu la chose, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est un peu passé, ça a décontracté un peu tout ça, et ça a permis à quelques comédiens qui avaient sûrement dû essayer d'y rentrer au départ, de pouvoir y accéder un peu plus facilement, je dirais. Je dis pas qu'il faut que tout soit facile, c'est pas la question, mais l'accueil était différent après. Voilà, c'est tout. Je crois que le mal a été fait quelque part. La fin de la grève a changé la mentalité d'accueil. C'est très clair. Elle a changé. Moi, je trouve, avec un peu mes regards d'enfant, parce que je me considérais un peu comme enfant à l'époque où j'assistais au départ, j'étais encore un minot. Et puis quand je suis arrivé un petit peu plus solide comme comédien avec ma formation et tout, j'ai trouvé quand même que les choses s'étaient un peu démocratisées, on avait un peu ouvert les frontières, quoi. Voilà. Donc forcément, ça avait changé les ambiances, c'était moins crispé. Voilà. Ça faisait moins, on se conserve la part du gâteau et on veut pas partager, quoi. C'était ça. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Je peux me tromper, mais pour en avoir beaucoup parlé avec des copains autour de moi, amis comédiens, ils avaient aussi cette impression à l'époque. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que ça a énormément changé après la grève. Ça c'est sûr, c'est une certitude. Vous faites du doublage de série depuis plus de 15 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu de l'intérieur l'évolution du monde des séries avec la démocratisation du téléchargement, la multiplication du nombre de licences, etc. Comment vous, en tant que comédien de doublage, vous l'avez vécu? On va parler des bons côtés. Je trouve intéressant aujourd'hui qu'on puisse, quand je peux le faire et j'ai le temps, j'aime bien télécharger les épisodes à l'avance en VO pour pouvoir les regarder avant de les enregistrer. Je trouve que ça nous permet de voir l'atmosphère de ce qu'on va faire à l'avance. Et je trouve ça bien. Ça peut aussi nous aider à apporter
parfois notre contribution sur une adaptation, parce qu'on aura saisi des choses et qu'au moment de l'enregistrement, on va trouver que le français, l'adaptation qui a été faite en français, non pas qu'elle soit mauvaise, mais on se dit tiens, moi je l'ai entendu avant et je me dis peut-être que ça serait mieux. Et disons qu'il y a un travail en amont qu'on n'avait pas nous comédiens avant dans le doublage. Vous voyez ce que je veux dire? On arrivait un peu les mains dans les poches en se disant bon bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là on peut travailler un petit peu en amont quoi. Et ça je trouve ça plutôt bien. En revanche ça a un petit peu comment dire, ça a facilité un peu la méchanceté, la mauvaise foi des gens qui sont anti-doublage quoi. Ça c'est en revanche on en prend un peu plein les gencives et je trouve ça un peu regrettable parce que bon, évidemment, maintenant tout le monde peut regarder les choses en VO. Il y a eu une espèce de construction élitiste de ça et ça par contre le don effectivement de m'exaspérer parce que ce sont des gens qui en parlent sans savoir, qui savent même pas comment fonctionne le boulot quoi. Et qui disent oui, bah le doublage, il faut éliminer le doublage. Alors moi souvent la réponse que j'ai c'est ça, je dis bah oui, alors éliminons tout le travail des ingé-sons, éliminons tout le travail de la prod, éliminons tout le travail des comédiens parce que c'est quand même du boulot pour les comédiens. Enfin, les gens n'ont pas conscience quoi de tout le travail qu'il y a derrière quoi. Et ça m'énerve. On peut avoir le droit de critiquer, mais alors critiquer sur des choses justes quoi. Mais ce que je vois souvent comme critique, c'est n'importe quoi. Il y a un truc vraiment détestable quoi. Je veux dire, c'est la critique facile. Et moi, j'ai du mal avec la critique facile. J'aime bien les critiques quand elles sont constructives. Si on me dit on fait une critique sur telle ou telle adaptation de jeu ou telle adaptation de texte et que ça tient la route parce que la personne a comparé, ça me va. Mais critiquer pour critiquer et dire voilà de toute façon j'ai pas regardé la VF et puis de toute façon j'irai pas voir la VF parce que ça va être de la merde. Moi, c'est un discours que je peux pas entendre, quoi. Voilà. Critiquer si vous avez vu le produit et critiquer sur des choses solides, mais critiquer pour critiquer, ça c'est insupportable. Bon, voilà, ça c'est j'ai un partie négative de ce développement-là. Je vais sortir un peu du contexte de l'internet, je vais rentrer plus dans la partie technique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'évolution de la technique du doublage soit la meilleure qui soit. Voilà. Ça a facilité les tracks, c'est-à-dire dans le fait d'enregistrer tout seul, ce qui est pas, moi je trouve une bonne évolution. On travaille un peu trop vite. On n'a pas le temps de s'installer dans le produit parfois malheureusement. Ça a un petit peu rendu les comédiens égocentriques, je trouve un peu égoïstes parce que bon ils se sont rendus compte que maintenant on pouvait travailler tout seul, donc travailler plus vite, donc gagner de l'argent plus vite et puis du coup bah ça a un peu abîmé et corné un peu je trouve le côté artistique quoi. Voilà, je prendrais une formule célèbre, laisser le temps au temps quoi. Et je trouve que dans le doublage on l'a un peu éliminé le temps. C'est aussi fermer la porte à beaucoup de comédiens qui sortent des cours ou pas d'ailleurs. Vous avez aussi des gens qui débarquent dans le doublage après 20 ou 25 ans de carrière au théâtre ou au cinéma. C'est juste qu'ils ont envie de tenter et on leur laisse peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne quoi. C'est ça, voilà, le truc il est là quoi. Je trouve manque de temps quoi, manque de temps. Et pourtant les journées font toujours 24 heures. Je veux dire on n'a pas le temps est toujours le même, mais je vois il faut aller plus vite. C'est exaspérant. Bah, c'est l'évolution de la société, hein, rentabilité quoi. Et ça, je trouve que ça va pas avec l'artistique, la rentabilité. Voilà. Parlons film maintenant. Vous avez doublé Aaron Eckhart dans le film désormais célèbre The Dark Knight. C'est le seul film avec le récent La Chute de la Maison Blanche où vous avez doublé ce comédien. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un directeur plateau choisit une voix ou une autre sur un même acteur américain ? Alors c'est toujours la question que je leur pose parce que moi ça me fascine. Je me dis toujours mais comment vous faites quoi? Sur quelle base vous vous basez sur quoi en fait? Et alors il y a plusieurs réponses de leur part. Il y en a qui tout de suite à l'oreille trouvent qu'il y a une correspondance vocale. Ils se disent bah tiens c'est la même voix. Voilà donc là ils vont vous choisir simplement vocalement. Après il y en a d'autres qui vous connaissent mieux, peut-être qui vous voient un peu plus en dehors du travail, donc ils savent un peu qui vous êtes. Et perçoivent dans le personnage qui est joué quelque chose de vous. Donc là, ils disent ah bah tiens, Constantin, c'est un peu l'humeur, c'est un peu ça, les attitudes, la façon d'être. Ah ouais tiens, je mettrais Constantin là-dessus quoi. Et puis après, il y a la correspondance physique, c'est-à-dire que vous ressemblez au comédien. Là pour eux, c'est une évidence. Voilà, je dis bon, là il se trouve qu'Aaron Eckhart est blond, moi je suis brun. C'est pas ça. Vocalement, Aaron est beaucoup plus lourd que moi, hein, donc il fallait vraiment que j'aille le chercher dans mes graves. Mais enfin, lui, il a une voix grave naturelle, quoi. Donc c'était pas vocal. Je pense que c'était plus parce qu'il dégageait. Je pense que Jenny savait que j'étais à la fois. Alors Jenny Gérard, c'était elle qui a dirigé le film. Savait de quoi j'étais capable. Hein. Elle m'avait vu sur plusieurs autres choses. Elle savait que j'étais capable de passer de quelque chose d'à la fois très gentil, romantique, doux comme il était, mais en étant quand même présent quoi. Hein, et puis d'un seul coup de
de changer de face, hein, si je puis dire, double face, et de passer à quelque chose d'un seul coup de diabolique. Et je pense que c'est surtout là-dessus que ça s'est fait. Plus sur un savoir de mon jeu, plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Après, sur d'autres films, les gens me connaissent peut-être moins, donc n'imaginez pas forcément sur les rôles, ou alors effectivement vocalement me trouver un peu plus médium, plus léger que le comédien. Voilà, ça joue sur des choses comme ça, quoi. Hein. Et puis après, il y a aussi le phénomène de la boîte de prod. Si le film, par exemple, là, c'était la Warner, il suffit qu'ils reviennent peut-être à la Warner et ils restent fidèles à la voix qu'ils ont donnée. Il y a tellement de facteurs, je dirais, les voix du doublage sont impénétrables. On sait pas trop, on sait pas toujours, en tout cas. Donc Aaron Eckhart, moi, ça a été une bonne surprise quand je l'ai retrouvé sur la chute de la Maison Blanche. Je me dis, tiens, c'est sympa de le retrouver. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'à la sortie de Batman, ouais, je trouve que c'est comme ça qu'on explique un peu pourquoi les DA vous prennent ou vous prennent pas. C'est une histoire de feeling, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des rôles de Aaron Eckhart ou de Steve Carell que vous auriez aimé jouer? Je connais moins la filmographie d'Aaron Eckhart. En revanche, Steve Carell, oui, c'est sûr. J'aurais beaucoup aimé faire 40 ans et toujours puceau, ça c'est clair. J'aurais aimé faire Little Miss Sunshine aussi. Dans les derniers, oui, il y avait celui avec Juliette Binoche aussi que j'aurais bien aimé faire. J'ai passé des essais dessus, j'ai pas été pris, parce qu'apparemment, j'ai pas vu le film, hein, mais il chante dedans, donc il fallait un chanteur. Bon, c'est vrai que je suis pas forcément un chanteur, donc voilà, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les faire. Parce que je trouve, bon, les comédiens nous appartiennent pas et nous appartiendront jamais. Et je fais partie de ces gens dont j'ai pas envie de développer cette chose qui serait de dire, mais c'est lié à moi et à personne d'autre. Parce que c'est pas vrai. Il m'est arrivé, moi, de me retrouver sur des comédiens que j'avais fait dans d'autres choses avant et ils se retrouvaient à faire d'autres trucs et j'étais pas à la hauteur. Parce que, bon, il faut savoir aussi se remettre en cause et se dire, il y a des choses qu'on sait pas faire. Voilà. Donc, je suis pas sûr que d'imposer à chaque fois le même comédien sur le même acteur soit forcément une bonne idée, parce qu'il y a des moments, l'Américain fait des trucs, et en plus il a le support de l'image que nous on n'a pas, et c'est difficile de le suivre, quoi. Bon, il a eu des mois de préparation, nous on arrive, faut faire les choses vite, c'est pas évident, quoi. Donc voilà. Mais Steve Carell, il y a vraiment un truc. Je sais que sur The Office, il y a un moment donné, je n'avais même quasiment presque plus besoin d'écouter l'anglais, tellement je savais à l'avance ce qu'il allait faire. C'est une impression très étrange, hein, parce que c'est très rare. C'est même, je pense que c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que ça m'arrivait. Enfin, il y a 3 comédiens avec qui j'ai ça, où il y a la respiration la même, l'énergie est la même, la façon d'aborder, je dirais quelque part les choses, je les devine, quoi. Et c'est pour ça que Carell, je pense, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire parce que je connais le bonhomme, quoi. Et voilà. Mais et s'il y en a un que j'aimerais garder, c'est effectivement lui, quoi. Ça, c'est sûr que il est extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. Donc j'essaie de suivre sa carrière de près et je m'accroche. Je m'accroche. Où est-ce qu'on pourra vous entendre prochainement? Vous avez peut-être un scoop, une info à nous révéler? J'ai bossé sur le dernier Steve Carell, The Incredible Burt Wonderstone. Le problème, c'est que c'est une sortie DVD. Et c'est quand même étonnant parce que c'est un film avec lui et Jim Carrey, ce qui est quand même pas rien. Mais bon, je pense qu'on m'a expliqué, on m'a dit que souvent les grandes majors avaient un catalogue et que sur 10 films, ils allaient faire 3 sorties cinéma et le reste en DVD. Bon, là, il s'est trouvé que ce film-là sortira en DVD. Donc voilà, alors je sais pas quand il sortira, mais ça vaut le coup d'œil parce que c'est très très drôle. C'est l'histoire d'un magicien ringard. Enfin, pas ringard parce qu'il est très drôle. Il est très bon dans sa magie, mais je dirais le fond est bon, mais la forme est ridicule, quoi. Donc c'est un très bon film. Et puis la série Continuum qui a démarré la semaine dernière, il me semble. Et que je recommande pour tous les gens qui ont aimé un peu l'esprit Terminator, c'est-à-dire les voyages entre le futur, le présent, etc. Et c'est une bonne série, je sais pas si vous la connaissez, c'est le rôle de Scar. Bon, donc voilà, vous pourrez me capter là-dessus. Et puis on va reprendre très prochainement, et ça j'en suis ravi, la série Grimm. Je vais reprendre Silas Ware Mitchell que j'aime beaucoup. La bonne surprise d'avoir attaqué la série Castle aussi, donc je vais apparaître dans la nouvelle saison de Castle. Voilà, mais il doit y avoir d'autres choses, mais elles ne me viennent pas à l'esprit. Ça doit être le dimanche matin. Je suis encore un peu embrumé, donc...